Bon, alors voilà, déjà, je commence par vous parler de la station. Un des axes de recherche, c'est l'exploration de la biodiversité marine et sa conservation. Alors très souvent, on me pose la question, pourquoi s'intéresser à la biodiversité? Et comme le collègue l'a dit précédemment, eh bien, il y a les politiciens à qui il faut présenter un certain langage. Et la façon que certains chercheurs ont trouvé, à tout ce que je vais vous présenter, certains de mes collègues sont un petit peu contre parce qu'ils estiment qu'on est en train de dévoyer cette biodiversité. Donc pourquoi explorer cette biodiversité? Pour une quantité de raisons. La première, et comme on l'a vu précédemment, c'est que ces organismes marins servent principalement à l'alimentation humaine. Mais je vais vous montrer qu'il existe d'autres utilisations. Et je vais prendre des exemples très concrets, je vais prendre des exemples d'organismes qui se trouvent sur vos côtes. Alors tout d'abord, on va commencer avec les algues. Les algues sont quand même un organisme emblématique de la Bretagne. Et il faut savoir qu'elles contribuent à la photosynthèse mondiale pour 40% du total. Donc c'est énorme, c'est quand même le second poumon. On parle toujours de la forêt amazonienne, alors je ne dis pas qu'il faut abattre les arbres, mais le second poumon, on l'a quand même juste à côté. 1% de ces algues servent à l'alimentation humaine, 24% à l'agrofourniture, traitement des eaux, et enfin 75% à l'industrie agroalimentaire. Et je vais vous en donner quelques exemples. Alors les algues, au début, ont essentiellement servi à tout ce qui était cosmétique, thalassothérapie. Alors là, je ne fais pas de pub pour aucun des produits que je vous le mets là, hein, c'est un petit peu pris au hasard. Ces algues, elles sont transformées en poudre très fine qu'on incorpore dans différents produits, notamment les dentifrices, les crèmes, les savons. On fait aussi tout ce qui est algothérapie. Et pourquoi elles sont utilisées en cosmétique et en thalassothérapie? Eh bien parce qu'elles ont un certain nombre de propriétés, notamment des propriétés hydratantes, nourrissantes, régénérantes, amincissantes, épaisantes, etc., etc. Ces algues, elles ont aussi des intérêts au niveau de la santé. On a pu extraire un certain nombre de substances qui ont des activités. Alors, activités antioxydantes, anticancéreuses, antivirales, anti-inflammatoires, antibactériennes, cicatrisantes. Et du coup, ces propriétés eh bien, vont servir dans un certain nombre de médicaments, voire d'apports pharmaceutiques. Donc on en a dans les pansements, hein, dans le Gaviscon, et notamment dans les algues, on a extrait des carragénates qui sont utilisés pour les ulcères, donc c'est le Gaviscon. Et puis vous avez aussi des substances qui vont permettre de lutter contre le cholestérol. Ces propriétés eh bien, permettent à certains de proposer des compléments alimentaires. Et on voit que pour 20 grammes d'algues séchées, eh bien, on a les 2/3 des apports journaliers qui sont en fer qui sont fournis, ainsi que 100% des besoins en calcium. En agroalimentaire, alors tout le monde connaît les fameux alginates hein, qu'on trouve dans une quantité de produits. On n'aurait pas tous nos yaourts, tous les flancs, hein, tous ces produits laitiers faits sans ces alginates. Ils ont aussi un pouvoir émulsionnant, un pouvoir stabilisant, on l'oublie très souvent, hein, dans la plupart des jus de fruits, vous avez ces fameux alginates, et également pouvoir épaississant, dans toutes les soupes industrielles, vous avez ces alginates. Enfin, ces algues sont consommées, hein, alors dans les pays asiatiques depuis des millénaires. Ça commence à arriver en France, hein, avec la mode des sushis notamment. Et puis apparaissent aussi, il y a la salicorne hein, que certains consomment. Donc ces algues prennent une part, j'allais dire, de plus en plus importante. Et l'intérêt de manger ces algues, c'est qu'elles vont être riches en nutriments essentiels, en protéines, en minéraux, en oligo-éléments et vitamines. Donc là, bien, un exemple de ces apports, hein, vous avez en protéines à peu près 20% des apports journaliers, autant que dans un steak. Des glucides, 53%, hein, dont 35% de fibres, très peu de lipides, et des minéraux et des vitamines. Et actuellement, il faut savoir qu'en Europe, on a 21 espèces d'algues qui sont autorisées à la consommation. Donc quelques-unes qu'on trouve sur nos littoraux. En voici des exemples. Donc la palmaria, qui est connue en fait depuis très longtemps, hein, les marins celtes la consommaient. Elle est riche en vitamine C, ça leur empêchait d'avoir le scorbut. On a le haricot de mer que vous connaissez tous, l'ulve aussi, voilà. Et vous voyez que dans l'ulve, vous avez 2 fois plus de vitamine A que dans le chou.
Donc c'est une bonne façon de régler les histoires de marée verte. Ces algues, elles ont un avantage, hein, outre qu'elles soient très riches en protéines et qu'elles apportent quantité d'éléments, qu'elles sont pauvres en lipides. Ces algues, elles poussent sans apport d'eau douce, sans pesticides et sans engrais. Donc là, on est sur une culture, j'allais dire, au niveau écologique, qui est très intéressante. Ça pousse facilement et en parallèle, il faut penser qu'en 2050, on va être 10 milliards d'humains. On ne va pas avoir assez de terres agricoles. Et pour subvenir aux besoins, en termes de protéines, on va avoir deux grandes sources qui vont être les algues et les insectes. Donc, il va bien falloir qu'on opte pour une des voies. Et très souvent, on a plutôt tendance, nous, dans notre culture, à préférer la voie de l'algue. Alors, ces algues, elles servent aussi pour l'alimentation animale. Hein, la palmaria qu'on pêche sur nos côtes, eh bien, c'est la fameuse, ce qu'on appelle le goémon à vache, hein, qui va servir à être mélangé avec de l'avoine et qui va servir à nourrir les vaches. L'espèce qui est en bas, en fait, va servir à la nutrition des crevettes. Il y a les diatomées qui sont des microalgues, hein, dont parlait tout à l'heure mon collègue, elles qui vont servir au verdissement des huîtres. Et les diatomées servent aussi énormément de nourriture pour l'aquaculture. Et ce que les gens savent moins, c'est que certaines microalgues sont ajoutées à l'alimentation des poules pondeuses afin d'augmenter leur teneur en acides gras, ce qui après a un effet pour les utilisateurs que nous sommes. Ces algues, elles ne servent pas qu'à la santé et à l'alimentation, elles vont avoir aussi d'autres intérêts que je vais développer là, notamment tout ce qui est le merle, hein, on en a pas mal sur nos côtes. Eh bien, ce merle est exploité pour faire de l'engrais, sert aussi en tant qu'insecticide naturel. Ça, on le connaît beaucoup moins comme qualité. La terre diatomée, en fait, est aussi un insecticide. Elles vont servir ces algues, et ça aussi, on l'ignore, au niveau de l'industrie textile. Hein, souvent, ces alginates sont mélangés à la teinture et ça évite en fait que les motifs bavent, hein, quand vous avez des transferts. Ça permet de la tenue. Et pareil, ces alginates de calcium, quand ils sont mélangés à la solution, vont former aussi une protection, une pellicule brillante sur vos tissus qui va protéger votre tissu du rayonnement solaire et qui va empêcher aussi, lorsque vous avez malencontreusement versé du vin, va empêcher votre vin d'intégrer le tissu et ça va glisser dessus. Les algues interviennent aussi dans l'industrie du bâtiment. Il y a une entreprise bretonne, hein, Algo Peinture, pour ne citer qu'elle, eh bien, qui va mélanger dans son principe des algues. Et l'avantage, c'est que on va avoir... Alors, le premier avantage, c'est que c'est le résidu des produits cosmétiques qui est récupéré, donc on ne perd rien, on valorise tout. Et cette peinture, elle va avoir un haut pouvoir couvrant, elle ne va pas avoir d'odeur, elle va être perméable à la vapeur, donc du coup, ça va améliorer la qualité de l'air ambiant et ça va permettre en fait à vos murs de respirer. Et c'est une solution écologique aux fameuses peintures à l'huile qui sont souvent décriées. Le boom de l'utilisation des algues, notamment en Bretagne, eh bien, c'est tout ce qui est bioplastique. On fabrique à partir de nos algues des bioplastiques. Alors, ce sont ces granules qui sont là-haut. Et bon, il y a tous les verres, hein, qu'on recycle, mais il y a aussi les fameuses clés USB, les tablettes, qui sont fabriquées à partir de ces bioplastiques. J'allais dire l'exemple ultime de l'entreprise bretonne qui se sert des algues, eh bien, ça va être Allmix, qui va donc mélanger ces algues à d'autres, notamment à de l'argile, et qui va proposer différents produits finis, notamment au niveau de l'agroalimentaire et en santé. Ils sont actuellement sur un nouveau concept qui est donc le poulet saga. Alors, ce n'est pas la saga de saga pour sans antibiotiques grâce aux algues. Ils sont en train de proposer des aliments constitués d'algues pour éviter en fait que les animaux élevés soient trop nourris aux antibiotiques. Et du coup, proposer aux consommateurs un produit sans antibiotiques. Alors, d'autres pouvoirs qu'on connaît moins sur les microalgues, là, c'est le pouvoir de filtration. En fait, si on n'utilisait pas ces microalgues, eh bien, le vin que vous obtiendriez, c'est celui qui est tout à fait à droite, il serait trouble, et le fait de passer ça au travers d'un filtre de microalgues, eh bien, vous avez des vins qui sont beaucoup plus clairs. La fameuse terre de diatomée, hein, certains la connaissent, pour son pouvoir absorbant, et ces microalgues sont aussi incorporées dans des peintures pour augmenter le pouvoir absorbant.
Les microalgues servent également dans le traitement des eaux, parce que les algues sont photosynthétiques. Donc du coup, elles vont assimiler le CO2, les nitrates et les phosphores. Et elles servent en termes de pré-traitement de l'eau avant de passer au stade terminal et d'être rejetées en eau de mer. Alors là, je change de groupe. On va revenir sur un groupe dont nous a parlé le collègue avant, en termes de nutrition. Alors pourquoi manger du poisson? Vous connaissez tous les qualités, ce sont des protéines, des oméga 3, des vitamines, des minéraux. Mais parallèlement, on a parlé tout à l'heure de surpêche. Quand on s'est retrouvé devant ces histoires de gestion de stock, de surpêche, eh bien, on s'est aussi intéressé à la valorisation des coproduits des poissons. Et diapo suivante, les industriels ont donc travaillé les chutes de parage et des arêtes pour pouvoir en retirer l'élastine qui va donner des soins anti-âge ou des soins hydratants. Vous avez tout ce qui est prélevé de la peau qui va donner du collagène qui va servir aux soins également anti-âge et hydratants. Tout ce qui est récolté dans les viscères qui sont les squalènes qui servent là aussi pour des soins anti-âge. Et enfin, dans les écailles, vous allez extraire de la kératine qui va servir pour les produits capillaires. Et puis, il y a tout ce qui est huile de foie, les huiles raffinées, qu'on va prendre également là aussi dans la tête, les chutes de parage, les artères et les viscères. Et ainsi, c'est la pub, tout est bon dans le poisson, je viens de vous le démontrer. Alors, il y a d'autres produits aussi. Il y a l'aspect calcium avec les écailles qui contiennent énormément de calcium, de phosphore, de magnésium. On va avoir la gélatine qui est soutirée de la peau et qui va permettre d'entrer dans des produits de régime parce que très pauvres en lipides et nutritives. Et enfin, vous avez dans la tête et les viscères des substances bioactives qui vont être extraites et qui vont proposer des produits avec des propriétés anti-stress ou des produits contre l'ostéoporose ou alors des produits pour l'hypertension. On a une société dans le Morbihan qui s'est spécialisée dans la valorisation de ces coproduits de la pêche. Et en fait, avec tous ces extraits qu'on trouve dans la peau, les têtes, les arêtes, les écailles et les cartilages, on va en retirer les molécules bénéfiques pour la santé de l'homme et de l'animal, avec tout ce que je vous ai donné comme exemple précédemment. Et il faut savoir qu'avec 20 kg de matières premières, eh bien, vous obtenez un seul kilo d'extrait sous forme de poudre. Alors, un autre aspect intéressant qu'on retrouve chez les poissons, qui n'ont rien à voir avec l'alimentation ou l'agroalimentaire, c'est observer le comportement de l'animal. Et les industriels se sont intéressés à l'anguille avec sa façon de se déplacer bien particulière et sont arrivés à proposer des petits robots qui exploitent la nage de l'anguille et qui sont des petits robots miniatures qui vont permettre en fait de proposer des robots qui vont circuler dans des fluides, et on pense notamment à toute la chirurgie vasculaire qui va être derrière impliquée grâce à l'utilisation de tels robots pour réparer par exemple des vaisseaux sans qu'il y ait d'intervention trop importante, traumatique, je cherchais le terme, merci. L'hippocampe aussi, qu'on retrouve sur nos côtes, eh bien, son système de préhension avec sa queue a intéressé les industriels qui sont en train de réfléchir à des nouveaux robots qui seraient utilisés aussi bien en termes de défense que dans la santé. On va voir tout au long de mon propos que souvent la bio-inspiration va servir soit à la défense, soit à la santé. Ce sont deux voies qui sont prises. Un autre exemple que tout le monde connaît, nous sommes en Bretagne, la société Emarina. Le chercheur qui a monté cette société, au départ, travaillait sur ce verre, alors qu'il y a une propriété. Ce verre qui servait au départ pour les pêcheurs, pour aller d'appât. Ce verre a une hémoglobine qui a quand même la capacité d'acheminer 50 fois plus d'oxygène que notre propre hémoglobine. Alors, actuellement, l'intérêt de ce sang sert essentiellement à la préservation des greffons rénaux, qui durent beaucoup plus longtemps dans ce sang-là. On fait aussi des pansements oxygénants. À terme, cette entreprise travaille à un sang universel qui
qui serait accessible donc pour tout le monde. Et l'avantage, en faisant de l'aquaculture, donc actuellement cette société avec des chercheurs est en train de faire l'aquaculture de ces vers pour en avoir de grandes quantités pour pouvoir fournir un sang qui sera capable de répondre à la demande perpétuelle dont ont besoin les hôpitaux en termes de transfusion sanguine. Je change de groupe, je passe sur les crustacés. Alors ça, vous les connaissez, tout le monde les mange et les apprécie. Mais ces crustacés ont également des molécules avec des propriétés intéressantes, immunologiques, antitumorales, cicatrisantes, anticoagulantes. Mais il n'y a pas que ça. Ces crustacés ont un squelette formé de ce qu'on appelle la chitine. Et cette chitine est un composé organique qui est très très bien supporté par les tissus biologiques, dont les nôtres. Et de ce fait, on se sert de cette chitine aussi bien pour faire des produits en cosmétique que pour faire des compléments alimentaires. Dans le traitement des brûlures aussi, on se sert énormément de cette chitine. Les fils chirurgicaux actuels sont faits en chitine, et ça parce que cette chitine est non seulement résistante, mais aussi flexible et biodégradable. Donc intéressant d'avoir des fils chirurgicaux de cette structure-là. Les balanes, que tout le monde connaît bien, ces petits crustacés qui se fixent et qui adhèrent très fortement, ces crustacés vont sécréter une puissante colle, constituée essentiellement de protéines, et cette colle a inspiré les industriels qui ont élaboré une colle présentant exactement les mêmes caractéristiques que ce que nous proposent les balanes. Et cette colle sert à réparer les dents et les os, et également sert au niveau de l'industrie à proposer en fait une anticolle qui va protéger les navires et les conduites de certaines industries du fameux fouling. Tout le monde connaît, vous êtes sur la côte, tout le monde connaît les problèmes du fouling. Une façon de les résoudre, c'est celle-là. Parmi les mollusques, il y a tout ce qui est céphalopodes, donc on va manger les pieuvres, les poulpes, les calamars. Pareil, parce qu'ils ont des apports intéressants en protéines, oméga 3, vitamines, et pauvres en lipides, comme la majorité des organismes marins. Un autre avantage, c'est qu'ils ont également des molécules avec des activités intéressantes, notamment au niveau antimicrobien et antitumoral. Mais là aussi, le poulpe a inspiré les industriels parce que les bras de ces poulpes sont faits de ventouses, et ces ventouses sont une propriété structurelle au sein de la cavité. Là, il y a une petite protubérance qui va participer en fait à l'adhérence. C'est pareil, un poulpe, quand il adhère, il tient bien. Et les industriels, à partir de ces observations, ont proposé un nouvel adhésif, donc c'est en cours de test, qui est efficace aussi bien sous l'eau que dans l'air, qui ne va pas provoquer de traces de colle sur le support, qui est en plus facile à fabriquer. Et le principal intérêt, c'est que ça va faire un pansement cicatrisant pour la peau humaine. Une autre inspiration venant de ces bras de poulpe, c'est que quand on les observe, on s'aperçoit que les bras s'étirent, se tournent dans tous les sens, rotation, se faufilent. Ces capacités-là ont été reprises et ont permis d'élaborer un robot chirurgical qui présente exactement les mêmes propriétés, c'est-à-dire que ce bras va être flexible, va pouvoir se plier, aller dans tous les sens. Et pour les chirurgiens, ça fait un outil très performant en termes d'intervention. Parmi les mollusques, tout le monde connaît les huîtres, les moules. Donc, on se sert de leurs coquilles pour faire des compléments alimentaires qui ont énormément d'oligo-éléments qui luttent contre la fatigue, et certains disent que c'est également efficace contre la baisse de désir. Là, j'ai mis un point d'interrogation, c'est fait partie un peu des fantasmes de l'imaginaire. Par contre, ce qui est beaucoup plus réel, c'est que ces mollusques avec de la nacre permettent d'élaborer des petits greffons. Ce que vous voyez là, c'est un os qui est fracturé. Le petit ovale est un greffon de mollusque. Ce greffon va permettre à l'os humain de se reconstruire. Un autre mollusque qui est intéressant, c'est la moule, celle que l'on trouve
sur nos substrats rocheux. Là aussi, hein, les moules, quand elles sont fixées, sont bien fixées. Elles ont un adhésif biologique en plus qui est résistant à l'eau. Cet adhésif est fait à partir de protéines de moules qui sont associées à des protéines bactériennes fibreuses. Et là également, les industriels se sont intéressés à cet adhésif et ont copié cet adhésif. Et là également, c'est en cours d'élaboration. L'objectif étant d'avoir un gel qui renforcerait la paroi des vaisseaux sanguins. Et un autre objectif plus industriel, il serait utilisé pour la réparation des bateaux. Alors la patelle aussi, qui est quand même un autre mollusque emblématique des rochers, eh bien cette patelle, elle a des dents ultra résistantes et à l'attraction. Et parce qu'elles sont composées, elles ont une structure, vous voyez là en dessous de l'animal, on voit très très bien les dents, la structure particulière. Eh bien là aussi, les industriels se sont intéressés à ces dents et à cette structure. Et l'objectif est d'arriver à reproduire le même composite afin de proposer des matériaux high-tech qui seraient beaucoup plus résistants que le Kevlar, hein, qui sert essentiellement pour les gilets anti-balles, entre autres. Et puis, ce matériau permettrait de construire eh bien, des coques de navires ou des fuselages d'avions beaucoup plus solides, beaucoup plus légers et aussi à moindre coût. Donc, grand espoir sur cette patelle. Alors, avec les mollusques, je vais terminer sur une espèce que tout le monde connaît bien, hein, une espèce invasive. Vous la connaissez d'autant mieux ici que hein, c'est en milliers de tonnes que vous en avez, c'est la crépidule. La crépidule fornicata, hein, qui est venue pour la première fois avec les huîtres et qui s'est plu et qui s'est bien implantée. Alors, cette crépidule, eh bien, on a essayé de voir comment l'utiliser, puisqu'il y a une importante biomasse. On a une société qui s'est établie à Cancale en 2008 et qui a été rachetée là, assez récemment, je crois en 2016, qui avait pour objectif de mettre une filière durable afin d'exploiter cette crépidule. L'objectif, le processus, c'était de prendre, donc on allait pêcher, récolter la crépidule, on sépare la coquille de la chair, tout ça se fait à froid sans cuisson. L'animal, la chair est directement lavée et surgelée. La chair a été proposée pour l'alimentation humaine à un certain nombre de restaurateurs selon approprié, hein, c'est ce qui s'appelle le berlingot de mer. Alors en France, ça n'a pas trop marché, mais ça marche énormément dans les pays asiatiques et aux USA. C'est vraiment un concept qui marche très fort. Et c'est un produit de luxe même. Donc les restaurateurs la cuisinent notamment pour ces pays-là. Et les coquilles eh bien, vont servir à faire de l'amendement, puisque c'est du calcaire. Hein, les coquilles sont constituées de carbonate de calcium. Donc à faire de l'amendement. Et également à faire de la confection de pavés drainants. Alors, je parlais tout à l'heure d'espèces invasives. En voici une autre, on en entend parler régulièrement, hein, ce sont les méduses. Les essaims de méduses, alors chez nous, ça n'atteint pas encore ces tailles-là, mais bon, dans les pays asiatiques, on a des essaims de méduses énormes à tel point qu'on peut les voir depuis les satellites, hein, donc c'est quand même impressionnant. D'ailleurs, les scientifiques parlent de la gélification des océans. Hein. On s'aperçoit quand même qu'il y en a de plus en plus des méduses et que le souci c'est que dans les endroits où il y a de l'aquaculture, donc nous on n'en fait pas, le problème c'est une aquaculture ouverte, donc les organismes, ils sont pas stupides, se sauvent et du coup j'allais dire on concentre la problématique de ces méduses. Toujours est-il que comme certains ont tiré une sonnette d'alarme, la FAO en 2013 a soulevé le problème en disant « Bon, bah maintenant, il va falloir manger de la méduse ». Donc on nous propose, dans un futur proche, de manger de la méduse, sachant que là, en plus, ça n'a aucun intérêt. Parce que autant sur d'autres organismes, comme je vous ai présenté, il y a des protéines, des minéraux, tout un tas de choses. La méduse, elle est constituée de 95% d'eau, 5% de protéines, et alors là on vous dit si, il y a du collagène, donc ça va vous faire du bien, sauf que le collagène de la méduse n'est pas directement assimilable par notre organisme, donc du coup c'est peanuts. Donc manger de la méduse, ça va peut-être, j'allais dire, réconcilier certains avec le fait qu'ils font un geste envers les océans. En tout cas,
ça ne résoudra pas les problèmes. En revanche, il y a d'autres méduses qui présentent un intérêt. Hein. Il y a la fameuse méduse immortelle, soi-disant. Alors immortelle parce qu'en fait, elle a un cycle de vie bien particulier. Donc là, j'allais dire, on nous la vend comme pouvant avoir des effets contre le vieillissement. Celle qui est la plus intéressante, en fait, c'est celle qui a des propriétés fluorescentes, puisqu'en fait, elle va servir de traceur pour observer la croissance des tumeurs cancéreuses. Et puis, une utilisation des méduses qui est faite par une société israélienne, c'est que comme une fois séchées, elles absorbent énormément, eh bien, elles sont en train de proposer des couches culottes écologiques. Donc d'ici quelques années, on va voir ça sur le marché, et c'est leur façon de répondre au problème de la gélification des océans. Voilà. Oui, ça doit être la fin de mon groupe. Je vais terminer par un groupe que j'aime bien, les échinodermes, les oursins. Vous en avez parlé tout à l'heure. Hein, ils ont été beaucoup surpêchés en Bretagne. Pourquoi? Parce que ils sont d'abord consommés. Notamment, on consomme les gonades. Et il faut savoir que dans les gonades se concentrent tout ce qui a pas de bon, les métaux lourds. Pour la petite histoire, à Marseille, pendant une époque, les égouts venaient directement en mer, et les gens, parce que ces oursins-là en plus sont des herbivores, donc sortie d'égouts, prolifération d'algues, donc prolifération d'oursins, les gens allaient les ramasser sur place, et voilà, concentration dans les gonades de l'hépatite A, des métaux lourds. Voilà, donc on a vu comme ça des problèmes d'épidémie d'hépatite A liés à ces oursins. Mais bon, outre le fait de les manger, ils ont servi aussi pour faire des produits de décoration. Typiquement, l'Echinus melo qu'on a sur nos côtes, on ne trouve plus vraiment de grosses formes. Alors les grosses formes sont plutôt profondes à 30-40 mètres, mais on n'en trouve plus parce qu'elles ont essentiellement servi à faire des objets de décoration. Il y a une particularité, c'est le squelette de ces oursins, hein, qui est comme ça, comme tous ceux des échinodermes. Et cette structure a inspiré les industriels, et ils ont proposé des nanocomposites de pile au lithium faits exactement sur le même type d'architecture. Et il apparaît que ces piles, eh bien, ont des meilleures performances et capacités grâce à cette architecture-là. Ce squelette qui est bien particulier, eh bien, sert également de base pour certains greffons osseux. Ces oursins, alors si vous avez eu la curiosité de regarder quand vous les retournez, ils ont des dents alors qui ont c'est comme les dents des rongeurs, elles poussent continuellement, mais bon, il y a une structure très particulière hein, de cette dent et de cette mâchoire qu'on appelle la lanterne d'Aristote, qui là aussi a inspiré les industriels, et ils ont fabriqué un appareil à biopsie qui reprend exactement l'architecture de cette lanterne d'Aristote et le fonctionnement hein, de cette mâchoire. Voilà, la liste est longue. La martastériase, qu'on a beaucoup à Concarneau, qui est un peu invasif, eh bien, a des enzymes qui empêcheraient la prolifération des cellules cancéreuses. On a ce qu'on appelle des acidies qui ont effectivement nous donnent beaucoup de molécules à intérêt de la pharmacopée, les éponges, le bryozoaire, Bugule neritina, qui nous fournit des nouvelles substances, dont la bryostatine 1, qui s'avère efficace contre le traitement contre la maladie d'Alzheimer. Actuellement, on en est dans la phase 2. Il y a 4 phases quand on teste un médicament. Nous sommes dans la phase 2, donc c'est pas pour demain. En général, entre la phase 1 et la phase 4, il y a 20 ans. Donc là, on est en phase 2. Bon. Mais bon, dans le futur, médicaments très prometteurs. Les perspectives sont nombreuses. Pour les algues, on parle beaucoup des biofuels, des biofaçades. Les gens réfléchissent beaucoup à l'éclairage de demain en s'inspirant des chromatophores des céphalopodes. Sauf que voilà, les océans restent encore une source majoritairement inconnue de futures ressources. Et là, je vais faire bondir monsieur, en disant que les océans sont menacés. En fait, quand je dis ça, c'est un raccourci, c'est nous qui sommes menacés. Et pourquoi? Eh bien, par ce fameux changement global qui est composé de 6 alinéas. Donc, le premier qui est la dynamique démographique humaine. On est de plus en plus nombreux en tant qu'humains. Et en plus, on est de plus en plus concentrés. Hein. D'ici 2050, 75% de la population mondiale sera sur le littoral. Ça entraîne quand même des soucis d'habitat, de pollution, voilà. La destruction, la détérioration, la fragmentation des habitats.
l'utilisation généralisée des intrants chimiques, l'invasion des écosystèmes par des espèces et des gènes étrangers, le changement climatique dont vous avez parlé et l'érosion de la biodiversité. Donc ce changement global est en train de changer tous nos écosystèmes. La nature, je ne me fais pas de soucis, elle s'en sortira toujours. Il faut juste se poser la question de nous, comment on va s'adapter à ce changement global. Et globalement, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut préserver cette biodiversité parce qu'avec tout ce que je vous ai indiqué, c'est aussi préserver notre avenir. Je vous remercie pour votre attention.